Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Daniel Laurando du McGill Aikido, avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner dans le beau dojo qu'on voit en arrière-plan, dans le cadre d'un séminaire qui était donné par Léo Tamaki Sensei, qui visitait le dojo du McGill Aikido. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de vous, Sensei Laurando. Donc, on va commencer par notre question habituelle. À quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? Avec qui ça a débuté? Comment? Mettez-nous en contexte. Alors, donc, contexte. Je travaillais, moi, j'ai fait carrière pour une compagnie qui s'appelle Honeywell. Honeywell Limité, bien connu par ses systèmes de contrôle de température, oui. etc. Mais en plus, moi, je m'occupais surtout du niveau commercial, ça veut dire pour les édifices, le système de gestion informatisé pour tout contrôler, là, chauffage, climatisation, accès aux édifices, détection d'alarme incendie, etc. Donc, c'était des systèmes centralisés. La compagnie a beaucoup innové là-dedans. J'ai commencé dans cette compagnie-là au bas de l'échelle, mais j'ai quand même resté 35 ans. À travers 35 ans, j'ai fait pas mal de tout. À un certain moment donné, je faisais du dessin, comme du dessin d'ingénierie. Et avec 3 de mes collègues, on était 4 amis, on se fréquentait régulièrement. Et puis, un jour, on a décidé, le bureau est à Notre-Dame-de-Grâce, dans la partie ouest de Montréal. On a décidé qu'on cherchait quelque chose, une activité physique, parce qu'on était tout le temps derrière nos tables à dessin, puis à la fin de la journée, on cherchait quelque chose à faire pour, rester en forme, pour ainsi dire. Tout près de notre bureau, il y avait un centre communautaire municipal à Notre-Dame-de-Grâce, et où est-ce qu'il y avait toutes sortes d'activités. Il y avait une piscine, gymnase, etc., mais il y avait aussi des activités. Alors, on s'est rendu là, tous les 4, au mois d'octobre 1974, si je me rappelle bien. Et là, il dit, on aimerait ça trouver une activité. Le personnel en place nous dit, écoutez, vous êtes un peu tard, là, mais il reste quelques places dans le cours de karaté. Ah, karaté, tiens. Alors, tous les 4, on a dit, d'accord, on s'inscrit. Et on avait la chance d'avoir un professeur japonais excellent, un maître Watanabe, qui enseignait, qui avait son dojo rue Bélanger, je crois, mais qui venait enseigner dans différents centres communautaires, dont celui où nous étions. Alors, pendant 2 semestres, on a pris ces cours de karaté. Bon, c'est intéressant, ça nous gardait en forme, on est resté intéressés. Et au cours du 2e semestre, il nous a invités à la fin du cours, il dit, écoutez, il va y avoir une démonstration d'arts martiaux dans l'école Jeanne Mance, je crois, qui était sur le plateau à ce moment-là. Il va y avoir différents arts martiaux qui vont être présentés, dont moi, je vais faire une démonstration avec mes élèves les plus avancés, naturellement. Alors, je vous invite, si vous voulez venir, il y a de la place, on va vous réserver des places. Alors, tous les 4, on se rend à cette fameuse démonstration, toutes sortes d'arts martiaux, wushu, karaté, taekwondo, jiu-jitsu brésilien. Alors, et soudainement, Aikido, une démonstration d'Aikido, qui était présentée par maître Dibila Dorata, qui avait ouvert le premier dojo d'Aikido à Montréal en 1977. Alors, il nous a fait une démonstration avec certains de ses élèves et tous les 4, on est restés grandement impressionnés par la fluidité du mouvement, l'élégance, le fait que c'était un art martial non compétitif. Ah ça aussi, ça va trouver ça très intéressant. Alors, finalement, tous les 4, on a pris les renseignements à la fin de la démonstration. Et le semestre suivant, le 5 octobre, je me rappelle, 1975, tous les 4, on s'est inscrits à l'Aikikai de Montréal, qui, à ce moment-là, était sur la rue Saint-Denis, au coin de la rue Mont-Royal. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma
comment est-ce que je pourrais dire, ma seconde vie d'Aikidoka. Alors, voilà, c'est comme ça que mes débuts se sont inscrits. Et 2 des 4, on est resté quand même. Bon, moi, je suis encore là, mais un de mes meilleurs amis, il a quitté il y a peut-être une quinzaine d'années, mais quand même, il est resté très longtemps. Alors, 50%, c'est pas mal comme moyenne. Ben oui, absolument. Puis, qu'est-ce qui avait, disons, capté, vous avez parlé de fluidité du mouvement. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans l'aïkido? Qu'est-ce qui vous a accroché dans cet art martial-là, outre l'effet wow là, du début, là, mais après, une fois que vous avez commencé la pratique, tu sais, qu'est-ce qui vous a accroché? Il y avait cet esprit de communauté qui était important parce que c'était pas seulement une vie ou une activité où on venait, comme dans le gymnase, faire une activité, puis après ça, hop, 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 on s'en va, on retourne à notre vie habituelle. Il y avait une espèce de... ils avaient loué une maison à la campagne, par exemple, dans les cantons de l'Est. Alors, l'été, ils organisaient des activités la fin de semaine. Il y avait des activités autres, des sorties au théâtre, il y avait des cabanes à sucre. Alors, il y avait une vie associée à ça. Alors, ça aussi, on a trouvé ça très intéressant. Déjà, à ce moment-là, ils organisaient des stages où l'aïkido n'était pas tellement répandu à ce moment-là. Donc, les gens, la communauté aïkidoka, je dirais même d'Amérique du Nord ou de l'Est de l'Amérique du Nord, se fréquentaient couramment. Alors, on avait des gens qui venaient de Boston, de New York, du Maine, Toronto, Québec, Ottawa. Alors, ça faisait toute une communauté qui était des collègues, des confrères, des consoeurs. Alors, il y avait des liens d'amitié qui se développaient. Alors, ça aussi, ça a joué beaucoup dans la balance, en plus, naturellement, de cette philosophie de comment rediriger l'énergie, comment pas nécessairement apprendre à se défendre et à gérer une situation conflictuelle, mais déborder le tatami pour utiliser ce moyen, cette philosophie dans la gestion de notre travail, de relations avec nos amis, avec nos parents, avec nos patrons, etc. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait, qui était complet qui s'insérait bien dans la vie pour les gens qui avaient pour qui cette philosophie-là était attrayante. Et c'est sûr que, moi, après 50 ans, presque 50 ans, je suis encore là parce que je trouve que c'est un véhicule absolument extraordinaire. Absolument. Et pour les gens qui nous écoutent, généralement, notre auditoire est composé de pratiquants, mais quelqu'un qui connaîtrait très peu l'aïkido, pouvez-vous nous replacer un peu son historique, un peu l'histoire d'où ça vient? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba, qui est né, attendez un peu, j'ai pas la date de sa naissance, mais il est décédé quand même assez récemment. Lorsqu'on parle d'arts martiaux, il est décédé en 1969. Alors, quand j'ai commencé l'aïkido, ça faisait pas tellement longtemps que le grand maître, disons, avait quitté et avait déjà envoyé ses apôtres à travers le monde pour disséminer l'aïkido en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Alors, lui, finalement, a pratiqué beaucoup d'arts martiaux, plusieurs, dont le judo, le jujitsu, les arts traditionnels avec les armes au Japon, le bokken, le jo, à ce moment-là, beaucoup des descendants de samouraïs, des samouraïs eux-mêmes, avaient fondé des écoles dans lesquelles ils avaient décidé de mettre ou d'enseigner leurs secrets la maîtrise de leur art. Le samouraï qui était le policier, le juge, celui qui rétablissait la paix, qui gérait les conflits dans le Japon. Jusqu'au moment où l'ordre a été dissous, là, vers les 1840-48, je crois. Alors, ces samouraïs qui n'avaient plus d'emploi, pour ainsi dire, ont fondé ces écoles dans lesquelles ils enseignaient leurs secrets, pour ainsi dire. Alors donc, il y avait des conflits entre les écoles, parce qu'ils ne voulaient pas que les secrets aillent à l'autre école, que les gens d'une école aillent vendre leur habileté ou fondent des écoles séparément. Alors, il y avait beaucoup de compétition, et ça, Maître Ueshiba trouvait ça que c'était
lui voyait beaucoup plus un sens harmonique aux arts martiaux. Il voulait une philosophie de non conflictuelle. Il voulait qu'il y ait une collaboration entre les êtres humains, parce qu'il faisait partie d'une religion qui prêchait ces principes-là. Alors donc, lui, qui est devenu maître quand même dans plusieurs de chacun de ses arts martiaux, après avoir étudié avec des grands maîtres, a décidé de prendre des bases d'un petit peu de tout et de faire un art martial qui était à l'image de ce que lui souhaitait. Alors, on peut dire que les bases de l'aïkido sont nées avant la guerre, dans les années 30, et lorsque la guerre est arrivée, naturellement, ça a mis un peu, ça a mis une certaine pause au développement, mais après la guerre, lui et son fils ont commencé plutôt son fils, mon Dieu, Kisumaru Ueshiba, a commencé à formuler l'aïkido, à mettre des principes de base, les attaques, les techniques, les déplacements, comment travailler avec les armes, faire certaines formes avec les armes aussi. Alors, tout ça s'est développé après la guerre, et c'est vraiment au début des années 50 que ça a sorti du Japon, et que c'est surtout le premier pays qui a vraiment adopté l'aïkido, ça a été la France. Parce que la France déjà avait une tradition, ils avaient déjà adopté les principes du judo. Le judo avait commencé à percer en France, et les Français avaient déjà un art martial propre à eux, la savate. Alors, ils étaient propices à recevoir ces enseignements-là. Donc, c'est en France que l'aïkido s'est énormément développé avant de ensuite propager le reste d'Europe, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, et ensuite migrer au début des années 60 vers l'Amérique du Nord. Alors, c'est un peu comme ça que l'aïkido s'est développé, et c'est toujours la maison mère qui est à Tokyo, le Hombu Dojo, qui établissait les principes, les règles pour les examens, etc., etc. Tout, et ça vient encore de là aujourd'hui. L'aïkido, il y a eu certaines schismes qui se sont faits, des élèves directs de Ho-sensei qui ont décidé de partir leur propre veine, mais quand même, l'aïkido est resté assez intègre à lui-même. Donc, il y a la forme Yoshinkai, la forme Mushizuki, là, qu'on a justement avons eu des confrères qui sont venus travailler avec nous lors du stage de Léo Tamaki, mais c'est des choses qui, bon, ça se ressemble, on peut travailler ensemble. Donc, ça demeure intéressant, ça demeure une communauté quand même assez intègre. Ben, ben oui, absolument, c'est un très bon historique, mais de la compréhension que j'avais eue de l'histoire de Ho-sensei, c'est qu'il y a eu comme un changement de paradigme dans sa philosophie entre l'avant-guerre et l'après-guerre, puis c'est comme s'il avait voulu transformer l'aïkido en quelque chose de plus, comme vous disiez, qui appelait le plus à l'harmonie, puis peut-être à la beauté du mouvement, à la beauté du geste, et moins à la martialité que ce qu'il avait travaillé précédemment. Puis quand on parlait avec avec Tamaki Sensei sur le podcast avec lui, avant d'être chez vous, lui nous disait que justement avec le Kishinkai, ce qu'il essayait de ramener, c'était la martialité dans l'aïkido. Vous, dans votre branche, à vous, c'est quoi votre philosophie par rapport à ça? Par rapport à la on va dire, je sais pas, à la martialité de la pratique de l'aïkido. Oui. Écoutez, ça demeure, c'est ça, ça demeure un art martial. Oui. Et c'est le principe numéro 1. Par contre, le côté efficacité est beaucoup plus long. Et c'est peut-être le premier message que j'envoie vers les gens qui viennent chez nous et nous demandent, comment est-ce qu'on progresse? Quelle est l'efficacité de l'aïkido? Est-ce que je peux l'utiliser pour me défendre si je veux attaquer, etc.? Est-ce que c'est un bon moyen? Je leur dis oui, mais ça prend énormément de temps. Et c'est pas le but primaire recherché. Ça demeure un art martial, mais c'est un art de développement personnel. Pour atteindre la ceinture noire, je leur dis, il y en a, je pose la question, bon, combien de temps pour avoir la ceinture noire? Ben, lorsque je leur dis, ben, c'est à peu près 7 ans. Oh, alors donc, ça met une dimension différente. Ça veut dire qu'il y a vraiment une implication personnelle. Alors, c'est un développement personnel. Pour moi, c'est vraiment le but numéro 1. Développement personnel pour devenir une personne consciente de ce qui se passe autour de nous. Un influenceur, si c'est possible, par justement
le côté martial qui s'insère en nous, dans notre discipline personnelle, dans notre apparence, dans comment on se comporte, nos relations, comme je le mentionnais tantôt, comment être perspicace de situations qui peuvent dégénérer avant de devenir un conflit, on pourrait la gérer autrement. Alors, pour moi, c'est un principe martial quand même, mais global, mais pas qui se limite juste aux techniques, aux armes, aux armements, contrôle, etc., projection. C'est sûr que ça fait partie, c'est très dynamique comme art martial. On travaille beaucoup. Chute, roulade, contrôle sur les jointures, etc. Ça peut être même très douloureux. Mais ça demeure que derrière ça, on veut protéger notre adversaire dans un certain sens. Notre esprit demeure qu'on n'est pas là pour détruire ou blesser gravement ou annihiler l'adversaire, mais plutôt essayer de trouver un chemin d'entente. Ça demeure la finalité. Pour moi, c'est la philosophie principale. Mais moi, si je m'égare, là, mais de ma compréhension de pratiquant de karaté, moi, ce que j'ai trouvé intéressant et particulier à l'aïkido par rapport à d'autres formes d'arts martiaux que j'ai vues et pratiquées, ben, moi, je pratique le kenpo, j'ai pratiqué le kenjutsu, qui se rapprochait plus de l'aïkido, justement, dans sa philosophie. D'ailleurs, c'était dans un dojo d'aïkido. Tout ça pour dire, je trouvais que c'était beaucoup question d'énergie puis de travail. Ça repose beaucoup sur le travail à deux. On l'a abordé, on l'a effleuré avec le petit podcast qu'on a fait avec vous et Tamaki Sensei. Mais dans le fond, la notion d'énergie, de recevoir et détourner le mouvement plutôt que de l'interrompre, disons. Je ne sais pas si je comprends ce que vous en pensez. Effectivement, ça aussi, c'était un aspect. Lorsque j'avais vu cette fameuse démonstration en 1974, il y avait des petites personnes, des grandes personnes minces, personnes moins minces, personnes fortes, personnes vraiment, on penserait que, ah là là, attention, vous allez la briser, la personne. Mais c'était, on voyait que on utilisait ce flot d'énergie j'aime pas utiliser le mot contrôler, mais rediriger, la manipuler pour retourner ça d'une façon où est-ce que, bon, comme une spirale, on arrive au centre et à un point d'arrêt d'égalité, comment je pourrais dire, où est-ce qu'on devient égaux l'un à l'autre et à ce moment-là, on peut discuter d'une solution avant de passer à l'étape suivante qui pourrait soit briser un membre, n'importe quoi, bon, parce que on peut pas s'entendre, mais on cherche quand même ce point commun où est-ce qu'on peut dire, on se retrouve là à un moment d'égalité et là, je peux prendre le contrôle ou on règle notre situation. Alors, ça demeure, ça permet à des personnes de tout âge, de toute grandeur, de toute corpulence, de pouvoir travailler l'aïkido. Ça aussi, c'est un aspect qui est très intéressant. Alors, une petite personne peut travailler avec une grande personne. Quelqu'un de relativement frêle peut travailler avec quelqu'un de solide et de puissant. Et ça va donner un résultat très similaire. Et ça n'enlève rien, attention, je veux bien, ça n'enlève absolument rien aux autres arts martiaux. Chacun a sa voix, c'est votre particularité, façon de faire les choses, et elles sont toutes valables, toutes valables. 100%. Puis, il y a l'autre chose qui m'a frappé aussi, c'est justement le fait que c'est une pratique, ma foi, quand même exigeante sur le corps. Tu sais, le concept de faire des roulades là, est très présent dans la pratique. Puis la moyenne d'âge de vos pratiquants, et en tout respect, là, est élevée. Là. Les gens qui sont là, qui sont pratiquants, vous avez des vétérans. Là. Donc, ces gens-là ont l'air en top forme. Donc, ça me semble être un art qui est très adéquat pour conserver une santé globale. Est-ce que je me trompe ou j'y crois énormément. Écoutez, bon, modestement, j'ai l'âge de lire la dernière année pour lire mes Tintins. J'ai 77 ans. Donc, et j'ai commencé à 29 ans. J'ai commencé quand même assez tard. Et pour moi, je trouve que ça a été salutaire, d'une façon salutaire. Je touche du bois. J'ai pas eu aucune maladie importante de toute ma vie. Écoutez, présentement, j'ai 3 activités
préoccupations en plus de ma famille, ma fille qui vient d'avoir mon premier petit-fils, ma conjointe avec laquelle je suis depuis plus de 40 ans. Alors, il y a cette vie-là, donc c'est comme aussi une quatrième dimension. Alors, pour pouvoir trouver toute cette énergie à continuer à faire ce que j'aime, finalement, ben, l'aïkido a été même quand je travaillais très fort pour la compagnie que je vous ai mentionné tantôt, quand j'ai fait carrière, souvent, je partais du bureau, je m'en venais travailler, je m'en venais faire de l'aïkido pour 2 heures, 3 heures, et hop, je retournais au bureau, parce que j'avais un accès, je pouvais travailler jusqu'à 2 heures du matin, et le lendemain, je me réveillais, 7 heures, déjeunais, hop, j'étais au bureau à l'heure, parce que je trouvais que l'aïkido me redonnait cette énergie dont j'avais besoin pour gérer ma vie, et aussi, comment est-ce que je pourrais dire, pouvait séparer, me faire oublier si il y avait des problèmes, des embûches, n'importe quoi. Quand je faisais de l'aïkido, tout était sur le tatami, l'aïkido concentré. On pouvait vraiment faire le vide et remonter la machine. Puis, il y a un aspect que Tamaki Sensei a abordé, il l'a effleuré, puis je me souviens pas s'il l'a dit hors d'onde, peut-être, mais je vais me permettre d'en parler. Il a mentionné le fait que sur votre mur, là, on voit derrière vous, sur la photo de background, il y a des photos de grands maîtres qui sont venus vous visiter à votre dojo. Il a mentionné que vous avez reçu beaucoup de grands maîtres à votre dojo, puis je pense que la partie hors d'onde, c'était, il y a de là-dedans des gens qui ne s'entendent pas ensemble et qui sont venus à votre dojo à vous. Là où je veux en venir avec vous là-dessus, c'est que votre démarche à vous de recevoir plein de gens de tous les horizons et même des gens qui ne s'entendent pas ensemble, moi, j'adhère à ça à 100%. Dans mon podcast, je reçois des gens qui, clairement, tu sais, ils parleront pas un de l'autre. Tout le monde est respectueux, mais on sait que c'est pas des branches qui s'aiment ou qui partagent la même vision. Mais notre but, nous, c'est de donner la parole à tout le monde. Puis, j'adhère à ça à 100%. Pourquoi vous pensez, qu'est-ce qui fait dans les arts martiaux ça, cette espèce de surprésence de l'ego ou de sectarisme des fois, là, je ne sais pas comment appeler ça, qui est contre-productif au final. Je ne sais pas. Hein. L'être humain est égaux. Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, je crois que selon moi, l'origine des guerres, beaucoup, il y a plein d'égos là-dedans. Hein. Autrefois, quand il y avait les empires, les rois, les grandes familles, qui gère qui, moi je suis meilleur que toi, etc. L'être humain a ce côté, cet orgueil, comment gérer l'orgueil, comment gérer. Et au Sensei a fondé cet art autour, le premier sigle de Aikido. Ai, c'est harmonie en japonais. Ça veut dire harmonie, c'est le principe de base, c'est le principe numéro 1. Moi, même quand j'ai commencé l'aïkido, oui, effectivement, même déjà à ce moment-là, on disait, tu sais, il faut pas que tu ailles à tel endroit parce que, lui est d'une autre école, c'est pas sûr que tu vas être bien reçu, etc. Ben, je me faisais un devoir d'aller me pointer à cette pour aller justement dire, écoutez, moi, je pratique l'aïkido, vous faites de l'aïkido, est-ce que je peux venir pratiquer chez vous? Sans aucune prétention, là. Alors, moi, dès le début, j'ai compris que lorsqu'il y avait des conflits, c'est parce qu'il y avait des jeux de puissance, des jeux de contrôle de personne. Je crois que l'aïkido, c'est contrôler la situation, totalement différent. Il y a peut-être des gens il faut contrôler les gens et contrôler la situation, c'est pas tout à fait la même chose selon moi, à mon avis. Alors, dès le début, mon principe, même quand j'étais à l'école de mon maître Divina Dorata, on poussait des fois, et c'est avec lui, les premiers qu'on a invité, par exemple, Christian Tissier, qu'on avait rencontré en France, à venir donner des stages ici au Canada, au Québec, il y avait des conflits déjà. Peut-être 2 ans après, on a invité Maître Tamura, qui est venu aussi à leur donner des stages. Alors, l'école où moi j'ai appris avant que je commence à enseigner, par exemple à McGill en 1984, déjà on m'avait inculqué ou j'avais compris que si on parle d'harmonie, essayons de
de favoriser la camaraderie à travers le mouvement. Et bon, c'est sûr que là, maintenant, vous en avez parlé tantôt que oui, chez moi, il y a beaucoup de gens on est quand même assez âgés, tout le monde. L'aïkido a eu, j'ai comme vieilli avec l'aïkido, on dirait. Je suis pas le premier, naturellement, mais dans les années 80, lorsque les films de Steven Seagal sont sortis, les premiers, ça a amené beaucoup d'attrait aux jeunes gens. Là. À ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, n'importe quoi, on allait au cinéma. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, on a eu beaucoup de gens qui sont venus à l'aïkido. À ce moment-là, la moyenne d'âge était très basse. Avec le temps, ben là, il y a d'autres, maintenant, l'offre est beaucoup plus grande. C'est clair. Et maintenant, depuis, avec les réseaux sociaux, etc., ben, les plus jeunes gens, j'englobe pas tout le monde, eux autres, bon, on veut toucher à tout, hein, on va essayer. Pas trop longtemps, 15 minutes. 15 minutes, on essaie, allez, hop, ah non, bon, on essaie ça, ensuite on passe au suivant. Même à l'université, à mon dojo, c'est la même chose. On a souvent des étudiants qui vont venir essayer un semestre. Ah oui, c'est intéressant, c'est bon. Mais là, il y a aussi telle chose qui m'intéresse, donc le semestre suivant, je vais essayer d'autres choses. Alors, c'est difficile de garder maintenant, de garder une nouvelle génération en grand nombre. Mais on garde espoir parce que, bon, oui, maintenant, il y a tellement de choses. Est-ce que celles qui ont les bases les plus solides, celles qui ont survécu dans un sens, qui gardent le cap vers original, est-ce que celles-là vont réattirer les gens qui vont chercher maintenant? Déjà, la nouvelle génération se pose des questions sur la précarité des relations qui n'existent plus ou qui sont très précaires ou trop rapides. Alors, est-ce qu'on va rechercher quelque chose qui est plus profond? Alors, moi, quand j'ai invité non seulement des gens qui ont accepté de venir chez moi, qui étaient de différentes fédérations, qui avaient des conflits, mais est-ce que ça a servi, est-ce que ça peut avoir servi à montrer l'exemple? Ben, je l'espère bien. J'espère bien à semer la graine de, bon, ben, on résout les conflits. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui se sont résolus avec le temps parce que on espère qu'en vieillissant, on prend de la sagesse un peu. Et bon, les rigueurs de la jeunesse, ça supplisse avec le temps. Alors, je garde confiance que, bon, s'il y a eu des conflits par le passé, il y en a qui vont se résoudre. Et je continue donc de recevoir des gens comme le maître Tamaki. Mon Dieu, mais quelle belle surprise! C'était extraordinaire. Nos chemins se sont croisés. Et puis, je dis, ben ça, il y a une raison pour ça. Et puis, voilà pourquoi lui aussi a été le bienvenu et est venu partager sa connaissance avec nous. Ouais, 100%. Puis moi, personnellement, dans ma démarche, ce que j'ai apprécié d'aller participer à un séminaire chez vous, ce que j'essaie de voir, c'est pas les différences, mais j'essayais de trouver les points où je voyais des connexions avec ma pratique, puis j'en ai vu plusieurs. Puis là où ça me sortait de ma zone de confort, c'est tant mieux, c'est là où j'ai gagné des trucs. Mais règle générale, puis même en faisant le podcast, ce que j'apprécie d'apprendre sur les autres arts martiaux, c'est pas de voir les différences, parce que ça, au final, il y en a pas tant que ça, tu sais. Il y a beaucoup de points de connexion entre les différents arts martiaux, puis en tout cas, dans le Kenpo, il y a beaucoup de liens avec l'Aikido, puis il y a des liens avec le ninjutsu, avec le Kung Fu, avec plein d'autres styles. Puis au final, il y a quelque chose de un peu comme avec la religion, tu sais, les religions se ressemblent un peu toutes quand on regarde le texte d'origine, puis les différences viennent quand on écoute les hommes en parler, tu sais, c'est un peu... les arts martiaux, c'est un peu la même chose. Bien dit. Effectivement, on a tous un point commun en quelque part, puis je crois qu'habituellement, le résultat aussi est assez positif. Pour les gens qui persévèrent, les gens, bon, avec le temps, on comprend, et dans chacun des arts martiaux, on trouve pas les leaders, j'ose pas dire les leaders, mais les personnes ressources qui finalement comprennent bien leur art et savent bien le transmettre. C'est très important. C'est très important. J'avais une question en vous écoutant parler tout à l'heure à propos de Steven Seagal, entre autres. Oui. C'est un sujet controversé, Steven Seagal, dans l'aïkido. Puis j'ai vu une vidéo récemment, il y a Jesse Enkamp qui est allé à sa rencontre. Puis ma foi, ça me semblait tout à fait efficace à voir les grimaces de Enkamp quand il s'entraînait avec lui. Là, ça me semblait tout à fait fonctionnel, sa pratique.
Puis, tout ça pour dire que on évoquait tantôt le fait que Seagull, à une certaine époque, a contribué au rayonnement de l'aïkido. Avez-vous l'impression que c'est ça que ça prendrait peut-être pour avoir une forme de renaissance, avoir une genre de figure de proue? Qu'est-ce qui fait que l'aïkido rejoint peut-être moins les jeunes ou les arts martiaux traditionnels, même, je dirais en général, tu sais. Il y a comme un courant très BJJ, très MMA chez la jeunesse en ce moment. Euh, Qu'est-ce que ça prendrait pour que les arts martiaux traditionnels peut-être regagnent de la visibilité ou est-ce qu'on en a assez à votre goût? Écoute, c'est sûr que s'il y avait quelque chose, tu sais, aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des fois, avec la bonne chose, le bon moment, le timing, etc., ça se répand comme une traînée de poudre. Hein? Ça fait tache d'huile. Là. Tout le monde regarde des milliers, des fois des millions de visionnements parce qu'il y a quelque chose qui a cliqué. C'est très aléatoire. Très aléatoire. Euh, le message n'est plus contrôlé comme il était dans le temps de lorsque Steven Seagal a sorti son premier film, Bob Dollar. Bon, ça avait frappé, c'était en salle. Alors, bon, les gens faisaient des choix. On va au cinéma, on regarde la télévision. Bon, à part de ça, bon, on va au parc. Maintenant, aujourd'hui, je le mentionne tout, tellement de choix que le message se dit, finalement se perd, les messages se perdent, se diffusent, mais à l'occasion, aléatoirement, il y en a un qui accroche, et puis mon Dieu, ça explose. Mm. Est-ce que, dans l'aïkido, comment est-ce que quelqu'un pourrait, diffuser ce message-là, de la façon que, hop, ça se glisse et que ça devienne viral, comme on dit? Écoute, c'est à souhaiter. J'ai pas la solution, je pourrais pas dire, mais je dois dire que la norme de rétention est restée quand même presque la même. Depuis que j'ai commencé, hein, dans le temps, on disait 1 sur 10. 10 élèves qui se présentent, on en garde un qui va durer, disons, plus que 3 ans. 2 ans, 3 ans. À McGill, on est assez chanceux, on peut dire 2 sur 10, à peu près. J'ai fait, à un certain moment donné, j'avais fait une statistique, et je me compte chanceux, c'est 50, c'est 100% de plus. Mais on est chanceux parce qu'on a une certaine visibilité à l'Université McGill, chose que des petits dojos, si les gens ne vont pas au dojo, ou si c'est pas diffusé sur le web, ça reste inconnu. Nous, on a notre page Facebook, McGill Aikido. Donc, on a accès à des vidéos, à des échanges, etc. On a aussi un site web, www.mcgillaikido.com, où là, on a une galerie avec des photos, on a des vidéos, des techniques au ralenti, à la vitesse, avec des armes, mais à main nue, etc. Des extraits de stage. Alors, c'est les moyens de diffusion un peu, que j'appelle presque traditionnels, mais c'est sûr qu'on les utilise au meilleur de notre connaissance. Il y a quelque chose aussi comme si c'était mal. Dites-moi si je m'égare, mais je trouve pas ça que c'est une mauvaise chose qu'il y ait différentes pratiques aussi qui rejoignent différentes tranches d'âge. Parce qu'en évoluant dans la vie, ben, des fois, ça se peut que ce qu'on recherche, c'est pas la même chose, on n'est pas à la même place, et puis que donc, c'est tout à fait adéquat aussi que peut-être quelque chose qui rejoigne certains publics et moins d'autres, puis que ça n'enlève pas de la valeur à un ou à l'autre. Tu sais. Absolument d'accord. Absolument. D'ailleurs, nous, on a établi une classe de jeunes. J'aime ça, c'est pas des enfants, mais des jeunes. On avait commencé 5 à 14 ans. Okay. On a trouvé que 5 ans, c'était trop jeune. Ça marchait pas vraiment. Il faut avoir, il y a d'autres étapes à passer avant. Le karaté et le judo est plus intéressant pour cette tranche là. Alors, on a remonté à 8 ans maintenant. Mais, entièrement d'accord, pour atteindre le sommet de la montagne, l'image qu'on utilise beaucoup en arts martiaux, ben, il y a des sentiers, il y en a tout le tour de la montagne. Chacun prend son sentier, celui qui va le mener, et pour trouver ses valeurs à lui, qui va donner la satisfaction qu'il recherche, et peut-être, comme je disais, avec le temps, aller trouver ce message commun, plus on se rapproche du sommet. Là, on commence à comprendre, on voit plus loin, on voit, alors c'est une belle image, mais une image réelle. Alors donc, je reviens à ce que j'ai mentionné tantôt, tous les arts martiaux ont leur valeur, ont leur public, ont leur raison d'être, etc. Mais
au bout de la ligne, le message doit être en quelque part commun. C'est pour élever l'être humain et non pas Mhm. pour le rabaisser. Puis j'ai remarqué quelque chose de commun dans votre dojo, dans le dojo de Kenjutsu, je me suis entraîné, qui était des dojos d'aïkido. Bon, le côté traditionnel, la façon de saluer est similaire. Oui, Il y a un côté protocolaire dans les arts martiaux en général, dans le karaté aussi, dont je suis. oui. Euh, la question que je me pose, parce que on a différents collaborateurs avec le podcast, puis dans certains arts, cette partie-là est des fois pratiquement absente. Là. Tu sais, eux, la progression, les titres, les trucs, machin, ils s'en foutent un peu. Puis c'est correct. Ça fait un autre modèle de fonctionnement. Euh, là où c'est quoi votre vision par rapport à ça? La tradition. La présence de la tradition dans l'aïkido, dans les arts martiaux en général. Parce que en même temps que c'était très protocolaire chez vous, je sentais une grande convivialité puis une collégialité. C'était très relax. Là. Il n'y avait pas de rigidité puis de sévérité dans la façon que ça se passait. C'était très amical. Tout le monde de bonne humeur. Mais en même temps, le protocole est présent. Donc, comment on fait cohabiter les deux? Quel est l'apport de ça chez vous? Comment vous voyez ça? Moi, je mets beaucoup d'importance au protocole, dire à l'étiquette, aux balises, aux balises. Je dis qu'au début des semestres, quand on a beaucoup de nouveaux élèves sur la ligne d'en avant, parce que moi, je mets les débutants, je les mets sur la ligne d'en avant, et les gradés, je les mets en arrière. Comme ça, les nouveaux sont aux premières lignes, ils voient mieux ce qui se passe en avant. Ça, c'est ma philosophie. Et je leur dis tout le temps, on commence toujours, bon, là, premièrement, je leur explique pourquoi on est assis en 16 heures, tout en ligne. Il y a un certain ordre, il y a de l'ordre, que le dojo doit être aussi un endroit où est-ce que ça reflète une image d'ordre, de beauté, une certaine beauté. C'est sain comme endroit parce que ça, ça reflète, ça vient du Japon. Ça a été fondé par un Japonais. On fait le salut au Kamisa, on fait le salut à Osensei, ensuite on se salue entre autres. Ce sont des traditions japonaises, mais je leur dis tout le temps, moi je veux pas être plus japonais que les japonais. C'est pas, je leur explique, il n'y a rien de religieux, c'est juste une reconnaissance, une politesse, plus qu'une politesse, un protocole qu'on reconnaît, on remercie le grand maître fondateur, au sensei, et le fait que ça vient du Japon, on respecte les traditions, comme ici, je pointe derrière moi, attention, ici, le tableau dégradé, bon, c'est très traditionnel, ça vient du Japon, avec tous les noms, les plaquettes avec les noms, les supports pour les armes, les soji à côté, ici, à côté du kamisa, le kamisa lui-même, d'avoir des fleurs, il y a un aspect très traditionnel, un aspect qui respire la tradition, la culture qui nous a donné, qui nous lègue cet art-là. Donc, je trouve que aussi, ça donne des repères. Quand on a des choses, même si on les comprend pas, puis je leur dis, c'est pas quelque chose que vous devez comprendre, c'est pas, que je dis, c'est pas religieux, c'est pas culte qu'on vous propose. C'est simplement que pour pouvoir faire le vide, pour pouvoir préparer notre esprit, ben, si l'environnement est propice à ça, si le respect entre les gens est propice à ça, ben, ça va être plus facile, vous allez progresser plus rapidement. Vous allez faire le vide, vous allez vous sentir après la pratique, ah, que c'était bon, je me sens bien, je suis prêt à affronter la vie. Et moi, je trouve que c'est important. Il y a des dojos qui sont vraiment, ça leur enlève rien, qui sont beaucoup plus près de la tradition japonaise, avec le gong, la cloche, avec le tambour, le coup de tambour, toutes sortes les gens ne parlent pas sur le tatami. Nous, à McGill, on a des jeunes qui arrivent. On veut les attirer, on veut qui se sentent incorporés. Que bon, les hauts gradés, c'est pas accessible. Il faut avoir un excès de respect et de courbette pour même envers le sensei. OK, on m'appelle pas par mon nom sur le tatami seulement. On m'appelle sensei si on veut me poser une question pour que je l'entende bien. Mais on dit, je suis Daniel, je suis comme tout le monde, un être humain qui circule, qui vit sa vie.
on parlait tout à l'heure, c'est ça, de tradition, de ce que ça apporte les arts martiaux. J'aimerais vous entendre là-dessus. On parle souvent qu'en Occident, bon, la religion en tant que ciment collectif de valeurs puis de véhicule de valeurs collectives, ça s'est un peu effacé. Avez-vous l'impression que les arts martiaux comblent un peu ce besoin-là que les gens ont de quête de sens, de code de valeurs et puis aussi de collégialité, de sens de la communauté? On recherche de faire partie de quelque chose. Puis ça va m'amener à ma question après aussi, mais sur ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression qu'on comble un besoin fondamental de l'être humain, peut-être, là-dessus? J'imagine que oui. Tu sais, quand je parlais tantôt, on est en quête de choses qui nous rassurent, où est-ce qu'on se sent bien, dans lesquelles on est confortable, on est appuyé. La religion, c'était beaucoup ça. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, il y a comme un désintéressement ou un désengagement de la religion? Et c'est peut-être finalement une, comment est-ce que je pourrais dire, pas un défaut, mais c'est un désavantage pour la société. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent, hein, ils cherchent quelque chose. On est bousculés par le rythme auquel l'humanité là, évolue présentement. Là. On est bousculés, on perd nos repères, nos balises sur lesquelles on était solide. La religion, c'était une balise extraordinaire. Bon, ça servait aussi à dominer, Il y a eu des abus. des conflits ici au Québec. La religion catholique nous a contrôlés d'une façon excessive. Et c'est pour ça que ça a tombé dans les années 60. Ça a pris 10 ans, mon Dieu, d'un coup sec. Hein? Alors, mais les gens cherchent. Bon, ça se remplace pas facilement, cet engagement-là. Puis il y avait un côté très altruiste à la religion. La charité, bon, pas les 7 péchés capitaux, le contraire. La charité, le sens de collectivité que ça apportait, là, de s'entraider. Le sens de collectivité, oui, de s'entraide, exactement, de support collectif, etc. Ça crée un gros vide. Alors, on le sent aujourd'hui que ça manque. Et peut-être que oui, on peut nous combler un peu ça. Je fais attention parce que je veux pas qu'on... on veut pas être sectaire du tout. On ne devient pas une secte ou une religion. Non, c'est ça. Oui, puis on ne peut pas, comme je leur dis, on ne veut pas être plus japonais que les Japonais. On intègre des choses, il n'y a rien de religieux, c'est simplement une culture, des aspects culturels qu'on respecte et qui nous des repères dans lesquels on peut s'identifier puis on se sent bien. Ça nous rassure. Et quand je disais tantôt, peut-être qu'éventuellement l'aïkido va pouvoir aller reprendre de sa popularité parce que on tient ces choses-là existent. Ça ne remplacera pas la religion, mais pour des personnes, ça peut leur donner un sens de collectivité, de support et d'intégration. Ça peut être, effectivement. J'avais peut-être une dernière question, un dernier gros sujet à aborder avec vous. C'est un thème récurrent depuis 3 ans, mais je pense que ça va en être un. C'est un thème de société pour les prochaines décennies, là, c'est clair. Puis encore plus dans les derniers mois. L'avènement de l'intelligence artificielle. Vous êtes un vétéran des arts martiaux, mais un vétéran dans la vie aussi. Vous avez un recul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les arts martiaux, encore là, ça amène quelque chose où ce qu'on amène comme valeur aux gens, c'est de dire l'important, c'est pas la fin de la course, c'est pas le haut de la montagne, c'est le journey pour s'y rendre. Puis c'est quelque chose qui se perd. Puis l'avènement de l'intelligence artificielle répond beaucoup aux besoins de réponse instantanée, d'apprentissage instantané, de réussite instantanée de n'importe quoi, de création instantanée d'œuvres d'art. C'est pour moi qui est un artiste aussi, qui est une aberration, là, de créer des œuvres d'art automatisées avec des machines qui font juste pomper toutes les œuvres d'art créées par l'homme à ce jour. Alors que ce qui est beau dans la création, autant dans les arts martiaux que dans les arts tout court, c'est tout le processus, la réflexion humaine derrière le vécu qui a apporté cette œuvre-là. Pensez-vous qu'on va réussir
ce combat-là. Mais j'ai l'impression que c'est le combat du siècle, ça. L'humain contre la machine, là. Je ne sais pas comment vous voyez ça, là, mais. Ben, au moins, en Aikido, on n'est pas rendu à qu'on me remplace par un robot puis que les pratiquants deviennent ça des robots. On reste. C'est une chose très intéressante de l'aïkido, c'est qu'on travaille toujours à deux. Ouais. En partenariat et non pas en compétition. Ça aussi, c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie. On n'est pas là pour se dominer l'un l'autre, pour être meilleur l'un l'autre. C'est le but recherché. On est là pour s'améliorer l'un l'autre, pour s'aider, pour se pousser, pour s'améliorer, etc. Donc, c'est un aspect, ça, que même l'intelligence artificielle, même si on met un écran en avant avec, bon, les débats, c'est pas la même chose. C'est le contact humain. Alors ça, c'est quelque chose de précieux qui, encore une fois, va peut-être réattirer du monde parce que là, on est dans une communauté, on travaille ensemble, on se regarde dans les yeux. On se regarde quand on pratique. Moi, je dis tout le temps, vous devez toujours voir les yeux de votre partenaire. Pas nécessairement les regarder dans les yeux pour que, comme il y avait quelqu'un qui disait que si tu regardes trop profondément dans les yeux, l'autre va venir chercher ton âme. Faut faire attention à ça. En Aïkido, il faut voir, moi, j'ai dit, on a une vision 160 degrés, il faut voir, tout voir dans cette vision-là, il faut voir notre partenaire, il faut le regarder sans nécessairement la captation dans les yeux, mais il faut toujours avoir cette relation-là. Et moi, je remarque beaucoup quand je circule dans les couloirs de McGill, même, tous les jeunes, personne ne se regarde. Personne ne se regarde dans le visage. Tout le monde, soit c'est dans le téléphone ou quand on passe dans le couloir, on regarde d'ailleurs, on passe, on n'ose pas, on a peur de se faire, justement, qu'on est rendu à un point tellement sensible qu'un regard peut être interprété comme une agression, pas une agression, mais une intrusion dans son intimité. Sur l'aïkido, sur le tennis, c'est exactement le contraire qui se passe. On apprend à regarder la physionomie, interpréter le mouvement du corps. L'aïkido, c'est l'akama est porté pour cacher le mouvement des pieds. Puis si on le détecte, ça donne déjà un indice. Alors, le corps à corps est très important. Et derrière le corps, il y a l'âme. Alors donc, et je parle pas au point de vue religieux, l'esprit, l'âme, ce qui peut rester de l'être humain une fois que le corps disparaît. Ouais. C'est un excellent mot de la fin, Sensei Laurando. C'était une conversation, ma foi, vraiment très, très riche et très philosophique. J'apprécie beaucoup. Pour les gens qui veulent en apprendre plus sur vous, je leur suggère de nous suivre sur Patreon, sur la plateforme Patreon. Ça permet de supporter le podcast avec une petite contribution mensuelle et vous avez accès à tout plein de contenus bonus qu'on a créé depuis la 2e saison. Donc, il y a des heures et des heures, même si c'est des petites capsules, il y en a des plus longues, il y en a de 20 minutes, il y en a de 3 minutes, ça dépend des invités. Mais comme on en a fait avec tout le monde, il y en a pour des heures de contenu quand vous vous abonnez, puis on en crée avec chaque nouvel invité. Donc, c'est patreon.com/guerrier podcast. Sensei Laurando, merci beaucoup. Et vous restez avec moi pour ça. Puis merci pour votre temps. Puis, aviez-vous quelque chose à... Allez-y. Manuel Gendron, ça a été vraiment un honneur, un privilège de pouvoir partager le fruit de ma passion avec vous. Et puis, l'aïkido, c'est altruiste, alors allez, donnez-en plus.